Bonjour à tous et bienvenue sur la septième illusion. Je suis Hugo et je suis actuellement accompagné de Sawyer. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. C'est encore un record qu'on fait ensemble. Je suis très content. Et bah écoute, on va parler d'un film où j'ai pas mal de choses à dire, donc c'est assez intéressant. Effectivement, on est là pour parler de The Monkey, le nouveau métrage de Osgood Perkins qui nous avait sorti l'année dernière un autre film d'horreur sur un ton beaucoup plus sérieux qui était Longlegs. Je pense que premièrement, on peut s'interroger sur ce premier film-là avant d'entrer dans le vif du sujet. Toi, Sawyer, en quelques mots, quel était ton ressenti vis-à-vis de Longlegs, ce film avec Nicolas Cage? Bah en fait, je sais que plein de gens vont tomber dessus en disant que c'est absolument horrible ou quoi, et que c'est très prétentieux. C'est effectivement un peu prétentieux, Longlegs. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Je trouve que la gestion de l'horreur et justement du son, même sur les environnements, on se sent jamais en sécurité. En fait, il y a vraiment un truc de d'angoisse en fait et d'anxiété en fait qui se crée dans les décors de Longlegs, etc. Notamment son début. Ça se ramollit peut-être un peu sur la fin. La fin est un peu décevante, je trouve. Mais personnellement, j'ai passé un bon moment. Je l'ai vu presque comme une espèce de série B d'horreur. Mais moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Je trouve ça assez généreux. Je trouve que Nicolas Cage est super en plus dedans. Enfin, j'ai trouvé ça très cool. C'est pas transcendant ou quoi, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et en plus, du coup, donc le réalisateur Osgood Perkins et le fils d'Anthony Perkins, du coup, donc qui a entre autres joué dans Tout à fait. Psychose de Alfred Hitchcock. Ouais, tout à fait. Moi, concernant Longlegs, c'est un film que j'apprécie pas beaucoup. Je pense que c'est un des films d'horreur qui se prend un peu trop au sérieux et qui s'auto-considère comme de l'elevated horror, qui est un terme qui pour moi ne veut absolument rien dire. Mais c'est un film qui, oui, avait cette fâcheuse tendance à se prendre au sérieux, quand bien même à l'intérieur on avait un Nicolas Cage assez grotesque et un personnage tout de même intéressant. C'était la grande force de ce film d'Osgood Perkins. Et donc là, avec The Monkey, on est bien sur un métrage beaucoup plus différent, sur un ton beaucoup plus léger. On est presque sur de la parodie. Il y a une dimension beaucoup plus comique. Donc là encore, je te renvoie la balle. The Monkey, pour toi, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un échec? Qu'est-ce que tu en attendais? Qu'en penses-tu? Bah, je l'attendais un peu. En même temps, j'étais pas trop sûr parce que c'est vrai que l'abondance était assez bizarre. C'est vrai que on peut penser d'abord c'est adapté du coup d'une nouvelle de Stephen King. Peut-être pour faire un synopsis rapide. En gros, c'est deux frères qui se retrouvent avec un singe, un jouet singe, en gros avec un tambour. Et globalement, à cause de ce singe, toutes les personnes autour d'eux vont mourir et va y avoir une espèce de malédiction. Donc en gros, la première partie va être avec eux enfants et la deuxième partie, les deux frères vont grandir et ça va être porté sur les deux frères un plus que l'autre. On en parlera en spoiler, je pense. Mais voilà, en gros, c'est grosso modo le pitch du film. Et du coup, donc je savais pas trop quoi en attendre. Ça peut faire un peu destination finale comme ça en y pensant. Comme ça, je sais que le rapprochement a beaucoup été fait. Mais personnellement, j'ai passé un très bon moment. En fait, enfin, je trouve pas que ce soit un des grands films de l'année ou quoi, mais je trouve que Osgood Perkins déjà en termes de mise en scène, il arrive vraiment à faire un espèce de truc qui se rapporte à pas du pulp, mais un truc qui s'en rapproche un peu quand même en fait. Et moi, il y a un truc en fait, moi tout ce que m'a en renvoyé en fait The Monkey, tout ce dont m'a fait, auquel le film m'a fait penser en fait, c'est un côté très Joe Dante en fait, une espèce de série B à la Gremlins. C'est pas aussi bien que Gremlins évidemment, mais une espèce de série B à la Gremlins, un côté très Creepshow en fait, très vraiment. J'ai l'impression de voir un espèce de comics en fait, qui un truc adapté d'un comics. Alors c'est adapté d'une nouvelle, mais j'ai l'impression de voir un truc qui fait vraiment très cartoon, très comique, qui est très gore aussi, mais dont le gore est très comique, en fait, c'est-à-dire qu'il est très peu réaliste. Il y a un personnage qui va se prendre, par exemple, un coup de fusil à pompe, il va exploser en 1000 morceaux, quoi. Enfin voilà. Euh, il y a un côté très carton-pâte, très cartoon, moi, qui m'amuse beaucoup, ce qui fait que je passe un très bon moment. Je trouve que le film dure pas très longtemps, en plus. Il est généreux, ses morts marchent plutôt bien. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez drôles et qui marchent très bien. Les personnages, on est vraiment dans un espèce de kitsch, de pulp, moi, qui m'amuse beaucoup. Et du coup, je passe un globalement très bon moment. Voilà, on reviendra sur plusieurs points. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de The Monkey? Eh ben, moi, je te rejoins sur ce côté-là, à savoir que c'est une adaptation d'un roman de Stephen King, et je pense que jamais un cinéaste qui a adapté King, et Dieu sait qu'il y en a eu, n'a autant donné, effectivement, ce côté pulp et ce côté aussi un peu tarantinesque. Tu as bien parlé
de Joe Dante, mais il y a aussi un peu cette empreinte de Tarantino qui est marquée, qui est très présente, notamment aussi sur ce fameux coup de fusil à pompe. C'est quelque chose qui, voilà, en plus de ressortir une certaine esthétique, un peu Spielbergienne aussi au début, avec deux enfants, un qui se fait martyriser par l'autre, et qui du coup voit en se jouer un espèce d'ami imaginaire. Et c'est un film véritablement postmoderne qui mélange plein d'inspirations qui viennent aussi de cinéastes qui se connaissent, hein, Joe Dante, euh, Spielberg, et puis plus tard Tarantino. C'est aussi une génération qui s'attarde un peu sur le nouvel Hollywood, soit parce qu'ils en sont directement venus, soit parce que comme Tarantino, ils s'en inspirent. Et donc effectivement, c'est une proposition assez différente dans le paysage horrifique actuel, dans le sens où des films qui prennent le gore pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un objet de comédie, il y en a pas beaucoup. Alors bien sûr, il y en a, ça existe, et ça existe même depuis les années 80. On pense par exemple au premier film de Peter Jackson avant Les Seigneurs des Anneaux, qui faisait partie un peu aussi de cette esthétique-là, à la fois gore, comique, burlesque, qui est aussi celle de The Monkey. Mais c'est quelque chose que le cinéma contemporain et le cinéma d'horreur contemporain avaient un peu délaissé, c'est-à-dire que récemment, des films gore, on en avait qui se prenaient très au sérieux, et je dis pas ça comme quelque chose de négatif, mais il faut rappeler aussi que dans ses origines, le gore a presque quelque chose de burlesque, de comique, et The Monkey ramène tout ça, et ça en fait un objet de divertissement avant tout, mais qui est absolument efficace dans ce qu'il entreprend. Et donc, en cela, c'est effectivement un film postmoderne qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde, parce que non seulement les références qu'il cite sont de bonnes références, mais bon, ça, c'est pas parce qu'on a de bonnes références que ça va faire un bon film, mais ce qui pour moi en fait un film plutôt réussi et qui est digne d'intérêt, c'est vraiment ce juste milieu entre la comédie et l'horreur, et on est clairement sur le terrain de la parodie parfois. C'est vraiment quelque chose de délicieux à savourer, quand bien même le film a bien d'autres défauts. Ben, je suis assez d'accord avec toi en fait. Et en fait, oui, le film a peut-être un peu des défauts, mais je trouve que c'est un espèce de ride. C'est-à-dire que on pourrait croire au début qu'on va être dans un truc qui peut faire un peu Blumhouse. C'est-à-dire que Blumhouse, c'est devenu leur spécialité maintenant, on le sait. On prend, je sais pas, un chatbot ou un Google Home, on en fait un truc horrifique qui fait peur, ça dure 1h30 et on en fait un film. Sauf que très souvent, c'est pas intéressant parce que ça part d'une idée qui peut durer sur un court-métrage de 3 minutes, peut-être, mais pas sur un film d'1h30. Donc, c'est des trucs qui ne marchent pas avec Blumhouse, évidemment. Et effectivement, on peut avoir un truc très Elevated d'horreur, peut-être un peu prétentieux, etc. Par exemple, moi, j'aime beaucoup A24. Je considère vraiment que c'est une très bonne boîte de production. Par contre, force est de constater qu'il y a beaucoup de films, notamment aujourd'hui, qui sont vraiment dans presque le pastiche du A24, mais en fait un truc qui copie beaucoup en fait et qui est pas très intéressant en fait, qui fait très poseur et faussement malin en fait. Moi je Oui, trouve il pas y a une ça long. esthétique de ça qui se dégage, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais même en fait, même dans les produits qui sont pas dans les produits, c'est horrible ce que j'allais dire parce que justement ce que je voulais dire, c'est que c'est presque considéré comme des produits, parce que même dans les films qui sont pas des films A24, je sais pas si t'as remarqué, mais sur les films d'horreur ou quoi, des fois je regarde des bandes annonces de trucs produits par Universal ou par des trucs comme ça ou quoi, et t'as l'impression qu'ils ont compris comment marche A24 et qu'ils essayent de vendre leurs films et leurs trucs sur la marque un peu, enfin sur la méthode A24 en fait, en faisant des espèces de gros trucs. En l'occurrence ici c'est pas A24, c'est Neon, donc plus ou moins les concurrents primaires de A24 en fait qui proposent à peu près les mêmes choses, enfin les mêmes choses dans le même genre, on m'a compris. Et moi en fait je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, d'avoir un espèce de vrai côté comique. En même temps, moi, ce dont j'avais peur, d'avoir un aspect gore à outrance pour un peu un côté torture porn à l'assaut, en fait, tu vois. Et c'est un truc que je retrouve pas dans le film, et c'est une bonne surprise, en fait, je trouve, parce que le film ne veut jamais mettre mal à l'aise ou quoi. Justement, il veut faire rire, et là où dans Long Legs, on savait jamais d'où allait venir la menace, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans celui-là, c'est que je trouve que justement, il veut jouer avec toi sur où est-ce que ça va venir. Du coup, la plupart des scènes, tu passes ton temps à essayer de chercher en disant bon là qu'est-ce qui va se passer, bon il y a un ventilateur, peut-être que le personnage là peut mourir, est-ce que c'est lui qui va mourir ou est-ce que c'est l'autre. En même temps le film te met des règles et c'est un truc, c'est un côté un peu régressif mais qu'on a vraiment perdu dans le cinéma d'horreur divertissant,
et qu'encore une fois, dans un héritage presque très Joe Dante, avec un concept qui est dit dans 5 minutes, d'ailleurs je trouve la scène d'intro très réussie, et qui annonce un peu tout le côté très burlesque en fait du film. Et c'est un truc qu'on a perdu vraiment en fait. C'est un côté avec un concept très simple, 1h30, tenir pour le faire avec un espèce de twist complètement con à la fin, mais qui moi me fait beaucoup rire. Et voilà, et à la fin du coup j'ai un film qui est très généreux, qui est très divertissant, et où je passe un très bon moment en fait. Après, je peux comprendre qu'on ait des défauts à lui faire, etc. Mais personnellement, je trouve qu'il assume tout ce qu'il fait, et donc dans ce sens-là, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en fait. Ouais, et puis tu l'as dit, c'est un film qui est un peu, d'une certaine manière, conscient de l'état du cinéma dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire le cinéma d'horreur contemporain. Et il va en faire, il va jouer avec les codes de ce cinéma-là, dans le sens où finalement, qu'est-ce qu'on suit à part un singe qui est donc un singe batteur, qui est une espèce de jouet. Et concrètement, ce jouet, bah, c'est une mascotte. Et le cinéma d'horreur contemporain, c'est essentiellement des mascottes. On pense bien évidemment à toutes les poupées, on pense bah, bien sûr à Chucky, à Annabelle, mais on a également tout un pan d'autres mascottes qui peuvent aussi être des personnages masqués. Hein. Ça peut être le clown de ça, comme ça peut être Michael Myers, comme ça peut être Freddy, les griffes de la Les nuit. Et Boogeyman, ouais, finalement, c'est ça. Freddy, Art le clown les aussi boogeyman, récemment. exactement. Exactement. Et ce sont finalement le cinéma d'horreur a un peu besoin de ces mascottes pour exister aujourd'hui. Et c'est un film qui est conscient de ça et qui va ben, se servir de ce singe et tout de suite, dès la scène d'introduction, nous le placer comme l'entité qui va nous amuser et non pas nous terrifier comme le feraient d'autres films d'horreur. C'est tout de suite annoncer ce plaisir régressif là qui va venir. Et c'est un peu un film qui se moque, parce qu'il en est conscient, des codes de ce cinéma d'horreur. Il va pas avoir un regard un peu prétentieux ou un peu dominant sur son cinéma-là. Il prend au contraire le parti pris, d'épouser à fond cette forme-là, d'une manière absolue, ce qui rend vraiment la chose, incroyablement, pertinente et ce qui lui permet justement, tous ces écarts excessifs, gore et bien sûr évidemment drôlatiques et c'est ce qui fonctionne le mieux, je pense, de ce questionnement autour de la mascotte dans le cinéma d'horreur contemporain. Bah, je te rejoins, et justement, je pense que c'est une partie où on va pas être d'accord. Mais en fait, déjà, il y a un truc que j'ai oublié de dire justement sur. On n'a pas parlé des acteurs aussi, notamment Theo James qui est au milieu, qui va jouer les deux rôles des deux frères du coup dans la deuxième partie. Moi, c'est un rôle qui me fait très penser en fait, et j'en parlais avec un membre de ma famille qui me disait un truc qui était vraiment intéressant, qui me disait putain en fait s'il était plus jeune en fait en quelque sorte, ils auraient pris Bruce Campbell en fait pour jouer presque ce premier rôle en fait. C'est-à-dire que pour moi il a ce truc de presque de héros de Sam Raimi à la con en fait, un espèce d'héros un peu con en même temps qui est assez touchant. Et là justement ça rejoint une autre partie de ce que je voulais dire, c'est que le singe justement qui est traité comme un espèce de gag, etc. Euh, il est traité presque comme un membre de la famille en fait, c'est-à-dire que il les regarde, des fois il est filmé avec, on voit juste ses yeux, etc. Qu'il les regarde au loin. Ils le foutent sur la banquette arrière ou sur les trucs en fait en voiture. Il y a un truc de justement de traiter en fait cet objet finalement ce jouet comme un truc à part entière. D'ailleurs il y a tout ce truc autour de c'est pas un jouet, ne l'appelez pas un jouet, etc. Moi il y a un truc que je trouve assez marrant là-dessus en fait, pas touchant, j'irai pas jusque là. Et bon là on va devoir rentrer en spoiler je pense, mais il y a notamment une mort du film que je trouve assez pas émouvante encore une fois parce que le film ne m'a pas vraiment ému ou quoi en aucun cas, mais que je trouve assez maligne en fait pour poser les enjeux des personnages et pour justement les caractériser. Je pense que tu verras, il y a une mort qui est plus personnelle qu'une autre dans la première partie du film, qui va être plus réaliste en fait, disons que la plupart des morts qui vont être complètement absurdes du film. Et moi, c'est une mort que je trouve assez impactante en fait, assez ballsy, enfin assez couillu en fait je trouve de la part du film. Et moi je trouve que justement arriver à passer d'un truc qui se prend jamais au sérieux, hein, mais qui justement qui en a quelque chose à foutre de ces personnages, parce que des fois on traite ces personnages comme de la chair à canon, on en a rien à foutre. Et là justement un personnage disons de premier plan qui est assez bien traité comme ça avec un fond comique, bah, je trouve que c'est un truc assez rare et je trouve que c'est assez bien foutu pour le saluer en fait. Bah, moi je pense que justement là je vais aller dans une posture un peu différente de la tienne, c'est-à-dire que pour moi, quand la démarche de ton film est de faire un truc limite parodique et, et comique, eh ben
si tes personnages sont traités comme de la chair à canon, c'est pas forcément dramatique parce que en les prenant au sérieux, en les intégrant et en leur donnant un narratif, eh bien, c'est là que le film chope ses principaux défauts finalement. Tu parles de cette mère, donc de cette mort, pardon. On va donc ouvrir la partie spoiler pour ne Ouais. pas être embêté. Bon allez, c'est parti, Le, parti le la- spoil. vous l'aurez compris, le lapsus a été un peu révélateur. C'est donc bien la mort de la mère. Euh, et justement, c'est quelque chose que le film a essayé d'intégrer, de prendre au sérieux, justement parce que c'est peut-être la mort la moins burlesque dans son La plus approche. réaliste, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, pas forcément la plus réaliste non plus, parce que c'est quand même, bon, ça reste quand même abusé. Il y a du sang qui lui coule des yeux, etc., Bien etc. sûr, Mais bien sûr. disons, la plus probable. Quand bien même, c'est un événement d'une rareté inouïe qui provient. Mais finalement, le film aurait pu tenter ça, pourquoi pas. Seulement après, il enchaîne avec un de ses motifs qui lui est propre, qui est le motif de l'enterrement, qu'on va voir à de nombreuses reprises dans le film et qui est un motif absolument comique, avec justement ces moments euh, de d'exécution, de ces moments purs burlesques d'exécution de corps, et que d'un coup, avec en un claquement de coupe, le montage va nous mettre dans ces scènes d'enterrement avec la fameuse musique, les gens qui pleurent, etc. C'est pas du tout un effet dramatique, au contraire, c'est un effet comique absolument réussi. Mais sauf que c'est un effet qui nous place à plein de moments différents dans le film et qui nous habitue justement dans cette lancée comique. Et c'est un effet qui apparaît aussi de la même manière comique pour la seule mort qui était entre guillemets digne d'intérêt scénaristiquement parlant, dans le sens où c'est la mort de la mère des deux protagonistes. C'est donc un événement important du film, une charnière dramatique majeure. Et pour autant, c'est traité avec le même ton comique, la même rupture que absolument tous les autres cadavres qui vont se faire éliminer et qui vont finir à l'église pour être enterrés, quoi. Donc à partir de là, il y a un, on va dire une dissonance entre le ton comique et le ton sérieux que The Monkey essaye d'avoir, et en même temps, c'était un peu attendu aussi d'un film comme ça, justement, qui essaye de toucher un peu à tous les publics, et que du coup, il fallait pour l'aspect familial aussi une part de dramatisme. C'est pas un film qui, je trouve, a été suffisamment courageux et qui a pas suffisamment osé aller dans la bêtise de son concept. Et en cela, voilà, il y a certains déséquilibres là-dessus, et je trouve ça assez dommage. D'autant plus que, effectivement, d'un autre point de vue comique, il y a un mélange entre le cynisme, l'ironie pure dans les dialogues, et de l'autre, le pur burlesque de l'exécution de la mort des corps. Et là encore, ce sont deux humours totalement différents qui ne se marient pas toujours et qui ont parfois des confrontations assez directes, qui laissent un peu à désirer, notamment dans le jeu des comédiens. Il y a cette fameuse scène avec les abeilles où on sent qu'il y en a un des deux qui va se prendre des milliers d'abeilles, et puis l'autre qui est depuis le début de sa vie habitué à voir des morts par dizaines dans des circonstances absurdes. Finalement, ça ne lui fait rien de voir ce type mourir de cette manière. Il réagit avec une totale indifférence, ce qui donne un effet forcément comique, mais c'est jamais assez poussé, je trouve, pour que justement on ressente ce caractère comique. Et en cela, il y a quelques écarts parce que justement, à d'autres moments, cette indifférence-là, elle est vraiment très drôle. Donc il y a certains déséquilibres comme ça dans le côté comique du scénario qui font un peu un effet de montagne russe, quoi, pour le spectateur qui vient, s'installe dans son cinéma et espère rire de tout son cœur pendant tout le film, quoi. Mais justement, je sais pas si les gens qui vont voir le film savent si ça va vraiment être une comédie ou pas, en fait. Parce que la première bande-annonce le vendait pas vraiment comme ça, en fait. Je sais pas. C'est assez curieux. Mais en même temps, cette scène d'enterrement, là, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de scènes d'enterrement qui sont utilisées comme un ressort comique. Mais la scène d'enterrement de la mère, avec justement le fils, donc celui qui va commencer à essayer de tuer l'autre justement après, on en partie spoiler, hein, tuer l'autre justement après toutes ces années. Il y a justement ce truc là de réveille-toi, etc. Il y a un truc un peu pesant en fait, je trouve qui marche plutôt bien. Je suis d'accord que c'est léger, mais en même temps, je trouve que justement le film a des gimmicks pour arriver malgré les trucs de justement comique et le fait que je suis d'accord des fois il sait pas trop sur quel pied danser. Moi, ça marche en fait justement dans le fait où
bah, le film adopte par exemple des gimmicks comme le truc de la danse qui revient à la toute fin que moi j'aime bien. C'est vrai que la relation avec son fils dans le présent aurait pu être peut-être un peu plus creusée, mais je trouve que c'est un truc qui marche bien et c'est un truc de service en fait. C'est-à-dire que moi quand je vais voir un truc, par exemple un film de série B comme The Howling ou quoi de Joe Dante, je m'attends pas à des personnages qui sont spécialement ultra construits, ultra développés, ultra denses en fait. Et c'est pas un problème, c'est pas un problème en fait pour moi parce que c'est un truc qui est construit comme ça, qu'on me vend comme ça et globalement c'est bien foutu. Donc moi, c'est pas un truc que j'attends. Je trouve que les personnages sont assez bien construits. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait de la chair à canon parce que il faut que les personnages secondaires en soient, mais il faut quand même que certains personnages principaux aient un peu d'importance. Sinon, tu suis juste des personnages, t'en as rien à foutre, et c'est un problème. Donc, c'est vrai que c'est un truc sur lequel il faut se balancer, etc. Et des fois, le film a du mal à savoir sur quel pied danser. Moi, je trouve que ça marche bien. Et pour le coup, pour finir là-dessus, moi, je trouve que les morts sont vraiment très très réussis. Quoi, il y a des morts, notamment celle de Osgood Perkins lui-même, qui est en caméo avec l'oncle, avec qui se retrouve complètement écrabouillé. On a celui du fusil à pompe. On a celui avec l'eau, etc., avec la meuf qui il explose en 1000 morceaux avec la piscine. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment hilarants. Et en même temps, il y a des trucs que je trouve un petit peu touchants quand même, en fait. Enfin, je trouve que ça marche plutôt bien. Ouais, non, mais c'est effectivement là, c'est ce côté des morts dont j'en parlais, c'est le caractère burlesque, c'est aussi le caractère tarantinesque. Il y a certains, oui, tu parlais du fusil à pompe, tu parlais je crois, de cette dame oui, oui, cette dame qui est donc la tante des deux protagonistes qui se barre de chez elle, la tête en feu, C'est puis qui exceptionnel. finit Ouais. par se prendre. C'est vraiment quelque chose que on aurait pu voir un DiCaprio chez Tarantino faire ce genre de move. Mais c'est un film du coup qui n'a pas d'identité propre et c'est aussi quelque chose qu'on peut lui reprocher parce que comme tu l'as dit, c'est un espèce de mash-up de Joe Dante, de Tarantino, de Spielberg aussi, vite fait dans son introduction. C'est un mélange d'à peu près tout avec aussi ce côté de la mascotte qui est vraiment un élément, un motif récurrent du cinéma contemporain. J'ai du mal à trouver une identité à ce film, d'autant plus que Osgood Perkins, c'est quelqu'un qui dès son premier film, qui était donc Longlegs, à moins qu'il en ait fait d'autres avant, se présentait Non, comme il en a un fait trois. Il en a fait quelques-uns sur Netflix. Il y en a eu un sur Netflix, il y en a d'autres ou quoi, je crois. ouais, OK. Bah, en tout cas, avec Longlegs, il prenait une posture de d'auteur, quoi. C'est quelqu'un qui Ouais. voulait présenter son style, son identité à travers Longlegs. Bah, j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui n'y arrive toujours pas. Alors, on n'est pas là pour débattre autour de Longlegs, mais je trouve que justement, qu'est-ce qui ressort de l'auteur à travers derrière The Monkey plutôt, eh bien c'est son goût évident pour le cinéma d'horreur, pour le burlesque aussi, pour ce ton un peu décalé et comique qu'on avait même aussi dans Longlegs. Hein. Finalement, le personnage de Nicolas Cage aurait sa place dans The Monkey quelque part. Et D'ailleurs, c'est aussi un bah film d'ailleurs, qui donnerait sa place à je te Cage. Bah, d'ailleurs, plus je trouve que plus Longlegs avançait, moi c'est un truc que j'aimais bien justement dans le film, plus Longlegs avançait, plus il assumait d'avoir un côté presque très over the top, avec tous les trucs autour de Satan, etc., qu'il faisait dans sa dernière partie, que moi je trouve assez marrante. Mais en fait, moi je peux comprendre en fait ce point-là, mais en même temps, c'est quelqu'un qui assume vraiment d'être dans une espèce d'héritage old school. Je trouve pas que ce soit un truc qui s'inscrit vraiment dans un truc moderne, machin. C'est un truc vraiment très old school, très à la manière d'eux, qu'on peut lui reprocher, effectivement. Mais moi, ça marche plutôt bien. C'est ce que je viens voir en fait quand je vais voir un film comme ça. D'ailleurs, ça se voit quand c'est un truc old school parce que on n'est pas là pour parler de la promo non plus, mais j'ai vu une vidéo où par exemple il vient lui-même, c'est-à-dire que presque tout le film est vendu sur lui en fait, pas sur les acteurs, et il vient lui-même présenter le singe avec une espèce de blouse de scientifique en parlant, etc. aux spectateurs. Ça me fait instantanément penser, et c'est évident, à la promo de Psychose que faisait Alfred Hitchcock quand il venait, je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais où il vient justement présenter la maison, etc. et expliquer toutes les pièces de la maison, etc. Tout ce qui se passe dans le motel, en fait, dans le Bates Motel. Voilà, c'est clairement un truc très old school, très assumé en hommage. Maintenant, c'est vrai que l'hommage devrait peut-être un peu plus transcender, en fait. Et ça, je suis d'accord, on peut lui reprocher. Il n'empêche que sur ces deux films-là, j'ai passé un très bon moment et je trouve ça incroyablement divertissant. Oui, non, mais grosso modo, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on a effectivement des choses qui sont aussi de cette esthétique old school, mais
La question à se poser alors, c'est qu'est-ce qu'il fait de cet héritage? Comment il joue avec? Et là, la question, pour moi, enfin la réponse à cette question, elle est que Osgood Perkins est un très bon faiseur de mash-up. C'est quelqu'un qui, comme Tarantino, est capable de saisir des références par-ci par-là, de les mélanger et d'avoir un film tout de même assez unique. Parce que c'est ce qu'on peut retirer aussi de The Monkey, c'est son caractère assez, je dirais, exclusif vis-à-vis du reste du cinéma d'horreur de nos jours. Des films comme celui-là, on n'ose pas trop en faire. D'autant plus dans un registre d'horreur, dans un registre parodique. Si ça se fait, c'est les derniers exemples qu'on a de la parodie, je pense que ça reste les Scary Movie ou les choses de ce genre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait quand même pas une sortie conventionnelle avec un Mais film à même les Screams relativement sont plus gros premier degré budget. d'ailleurs, je trouve. Je trouve que même les Screams Ouais, sont plus bah premier oui, degré depuis qu'ils ont été repris d'ailleurs. ouais, bien sûr. Et donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quelque chose de cette nature-là en salle de cinéma, et en ça, ça fait du bien. Maintenant, effectivement, c'est aussi une limite. Comme je le disais, on est à la recherche d'un auteur qui se cherche lui-même aussi. Euh, et donc, moi je sors avec cette frustration parce que c'est quand même le deuxième film d'Osgood Perkins que l'on voit, que l'on a sous les yeux. Et c'est finalement, j'en ressors avec les mêmes réflexions finalement, quand bien même l'un des films était beaucoup plus amusant que l'autre. Parce que, ben, il y a encore une fois, je suis face à l'écran et je fais face à un cinéaste qui est à la recherche de sa propre identité. De fait, ça donne 2 films qui, moi, me donnent l'impression d'être un peu brouillons quand même. Heu, Parce que voilà, c'est finalement pour le décrire, je dirais que si c'était un premier film, ça aurait été un très bon premier film. Mais c'est un auteur qui a, un film à succès derrière lui, Longlegs, qui avait très bien marché, qui avait su attirer les foules, qui a aussi donc, comme tu le disais, d'autres films derrière. Il a un passif et il est pas un débutant, Osgood Perkins. Donc à partir de là, effectivement, je ressors avec quand même une légère frustration, quand bien même il arrive à nous faire un film unique. Bah écoute, moi j'ai globalement conclu. Écoute, si tu veux conclure, parce que moi voilà, j'encouragerais les gens à aller voir Longlegs, à aller voir The Monkey, ou Longlegs aussi, hein. Mais The Monkey, vous attendez pas à un grand film non plus, mais je trouve que c'est un très bon divertissement. Et des divertissements honnêtes, généreux comme ça, c'est quelque chose qui se fait malheureusement de plus en plus rare. Par exemple, le dernier épisode qu'on a échangé ensemble, c'était Captain America, tu vois. Donc voilà, enfin, évidemment, il y a rien de comparable, mais je trouve que voilà, en termes de divertissement, je trouve ça assez honnête et assez généreux. En plus, ça a l'amabilité de durer 1h30. Donc, je trouve ça en plus très bien rythmé. Voilà. Bah moi pour le coup, je suis totalement, d'accord avec ça. Je préférerais 1000 fois revoir, The Monkey qu'un Captain America ou que n'importe quel autre blockbuster à gros budget. Des fois, le cinéma divertissement, c'est aussi des petits films, des films à petit budget, heu et on s'amuse tout autant, quoi. Donc c'est aussi pour ça que, on vous parle, aujourd'hui de The Monkey. C'est pour mettre aussi en lumière ces petits films, d'autant plus que, vu l'état du cinéma d'horreur actuel, certains pourraient potentiellement avoir des préjugés. Je dis ça parce que ça a été mon cas concernant The Monkey, qui s'attendait à une production peut-être un peu Blumhouse ou A24 et qui serait un peu dégoûté dans les deux cas. Moi, j'y suis allé avec ces a priori-là et puis je n'avais pas du tout vu et saisi le côté burlesque de la chose en voyant la bande-annonce, ce qui m'a entièrement surpris et l'expérience était encore plus agréable. Donc voilà, vous l'aurez compris, finalement, on vous conseille quand même, beaucoup ce The Monkey d'Osgood Perkins, heu et puis on vous invite à aller le voir en salle. Il est très certainement encore disponible partout. C'était donc Hugo, j'étais avec, Sawyer. Sawyer, merci d'avoir passé, cet échange avec moi Merci beaucoup à toi, en tout cas. Ça fait plaisir. et puis du coup, on se retrouve tous bientôt sur la 7e illusion. Salut, salut! Ciao, ciao!